C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. On a dit 19h. Chose promise, chose due. Je suis avec mon grand frère, Pascal Mehdi. Si vous savez comment il m'a fatigué, chaque jour, on place, il y a urgence, il y a voyage, il y a... Et ma petite soeur, lui-même arrivé un moment, il avait honte maintenant. Et ma petite soeur, pardon. Et, mais comme c'est un homme de parole et qu'il il nous avait déjà promis la discussion, donc il a tout fait pour que ça soit. Bonsoir, grand frère. Oui, c'est ça. Bonsoir, Nelly. En tout cas, effectivement, je bouge beaucoup, mais cette rencontre, je crois qu'on a déjà fait la première. Et ce genre de rencontre, d'ailleurs, je souhaite que tous les autres de la diaspora qui sont des sachants, qui peuvent apporter quelque chose donc à notre communauté, le fassent. C'est pourquoi j'ai tout fait quand même pour nous entretenir sur ce thème, que je suis sûr qu'il y a des personnes mieux indiquées encore qui vont emboîter notre pas. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je suis avec le grand frère Pascal Mehdi Boué, je vais dire le propriétaire de Le Nouveau Comptoir d'Afrique. Mais lui, pour lui, là, c'est comme frigo et réfrigérateur. Tous les réfrigérateurs, on appelle frigo. Donc, c'est la marque même du produit qui a comme... Quand tu dis Nouveau Comptoir d'Afrique, d'autres ne connaissent pas. Mais quand tu dis le produit mémé d'Afrique, là, les gens comme... Ils disent, ah, ok, c'est de ce produit-là. Donc, oui, c'est le propriétaire du Nouveau Comptoir d'Afrique qui commercialise les produits mémés d'Afrique qu'on voit dans beaucoup d'épiceries à travers... On voit plus ça au Québec, mais on voit ça aussi dans certaines autres provinces. Donc, comme il a dit, si vous ne le connaissez pas, on a déjà fait une première vidéo avec lui où on a parlé de comment est-ce qu'il a commencé, lui et sa femme, ingénieur de INPHB. C'est pas petit école, c'est pas petit papa que j'ai ici aussi. Donc, comment ils ont commencé, ils ont immigré à cause de leurs enfants, comment il a vu et tout. On l'a fait à la première partie. Vous pouvez retrouver le live sur la page YouTube de Yves Okan Relais. Donc, aujourd'hui, comme il a dit, on va poursuivre notre deuxième partie. Et je vais commencer avec une question. Mon grand frère, pour toi, entreprendre dans la diaspora aujourd'hui, ivoirienne ou africaine, en tout cas immigrante du Canada, est-ce que c'est un choix éclairé ou un échappatoire à un système qui nous limite? Merci, Nelly, c'est une très bonne question. Ce que je veux dire déjà, c'est que si j'ai accepté débat sur ce thème, en fait, c'est pour répondre à un besoin. Si les uns et les autres ont remarqué, il y a déjà 5 ou 6 ans en arrière, je vais faire une interview dans une magazine de la place où j'ai invité vraiment les Africains de la diaspora, c'est même pas les Ivoiriens seulement, parce que nous qui sommes dans le domaine alimentaire, qu'on s'unisse pour créer vraiment un véritable grand groupe. Parce que effectivement, c'est un des grands groupes qui sera, qui nous feront sortir de la situation dans laquelle nous trouvons, c'est-à-dire nous sommes pratiquement dans la plupart des diasporas présentes au Canada, on n'est pas les premiers, on est au très bas parce que nous n'avons pas dans le tissu économique des entreprises qui émergent, qui peuvent concurrencer donc ces grands groupes-là. Et donc, depuis que j'ai lancé l'appel, malheureusement, je n'ai pas encore de candidat. Or, pourtant, je le souhaite. Et donc, en traitant ce thème, si ça peut faire naître chez les uns et les autres, donc la volonté d'entreprendre, mais nous autres, au niveau du Nouveau Comptoir d'Afrique, notre porte est ouverte. Si ça peut permettre aux uns aux autres déjà de faire leur apprentissage dans l'entrepreneuriat. Ceci étant, je reviens
ta question, effectivement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc, pour ce faire, il faut qu'on définisse d'abord ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et puis, on va parler de la notion de luxe et de nécessité. L'entrepreneuriat, c'est le processus de création, de lancement et de gestion d'activités économiques visant à transformer une idée en un projet. Donc, on a des idées, il faut transformer en projet et qui va nous permettre de vivre et qui va nous permettre d'atteindre, je vais raccourcir, ce qu'on appelle l'indépendance financière ou la liberté financière. C'est à ce stade-là qu'on commence à vivre vraiment de façon aisée. Donc, pour revenir aux notions de luxe, le luxe, c'est ce qui n'est pas vital, dont on peut se passer. Alors qu'au niveau de la nécessité, c'est ce qui devait être, qui est nécessaire, qui est vital. Donc, pourquoi on pense aujourd'hui dans notre système économique là que l'entreprise, c'est vraiment, vraiment une nécessité parce que nous ne pouvons pas, c'est la réalité, vivre uniquement du salaire jusqu'à la retraite. C'est pas possible. Voilà, depuis 30 ans, sinon plus, que nous, si je prends le cas des Ivoiriens de la diaspora, pratiquement, on peut dire que ceux qui sont restés au pays nous ont dévancés. Hein. La diaspora, véritablement, n'a pas encore pris ses marques parce que nous sommes tous dans le salariat. Et d'ailleurs, à ce niveau, moi, je vais inviter les uns et les autres à lire ce livre-là, ou bien à le relire, qui est Père riche, Père pauvre de Robert, que vous connaissez très bien. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bientôt là-bas que on ne peut pas vivre on ne peut pas être riche avec le salaire. Si tu veux être riche, c'est autre chose. Mais quelle est cette autre chose? Quand vous le disiez bien, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, donc je m'arrête à ce niveau par rapport à la question. Maintenant, tu n'as pas bien répondu à ma question parce que je dis, est-ce que c'est un choix éclairé ou c'est un échappatoire? Parce que pourquoi je pose cette question, c'est qu'on a des gens qui arrivent au Canada. Ils arrivent au Canada, ils voient des dévanciers en griffe qui sont soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans l'hybride. Et puis, il se dit, ben, un échec, 2 échecs, bon, je vais rentrer au salariat. Un échec, 2 échecs, je vais aller à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'en fin de compte, ils prennent vraiment une décision mûrie d'aller à l'entrepreneuriat ou c'est juste pour fuir quelque chose qui vont à l'entrepreneuriat? Non. En fait, l'entrepreneuriat ne doit pas être vu comme une solution quand on a échoué. Non. L'entrepreneuriat, c'est un processus qui se prépare, qui est voulu et qui est exécuté. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut atteindre le but visé. Sinon, ceux qui tâtonnent, qui vont ici et qui vont là, parce que ils n'ont pas réussi dans tel domaine ou bien ils ont dilapidé leur fonds, alors je m'en vais dans ce sens-là. Non, l'entrepreneuriat, donc c'est un processus très éclairé, très préparé au départ et que on s'y, comment dirais-je, on s'y adonne une fois qu'on est prêt. Pour toi, est-ce que entreprendre, pour toi, quand tu étais en train de faire Mémé d'Afrique, est-ce que c'était un rêve de départ ou c'était suite à une suite de frustration due à l'immigration que tu as ouvert le nouveau comptoir d'Afrique? Ok, très bonne question. Mais pour te répondre, je vais te dire par exemple que moi, voilà le principe que je me suis fixé et que je me fixe dans la vie. Je me dis que la vie d'un homme normal, ça devait être 100 ans. Et ces 100 ans-là, voilà comment je subdivise. Hein. De 0 à 25 ans,
c'est l'âge d'apprentissage, l'âge d'aller à l'école, l'âge en tout cas, de se former. Ça, c'est 0 à 25 ans. Et de 26 à 50 ans, c'est l'âge d'acquisition d'expérience, l'âge de travailler sous les ordres des autres, en tout cas d'acquérir pas mal de formation, d'informations, et puis constituer son capital, constituer son économie. Et puis maintenant, je situe maintenant de 51 à 75 ans, c'est l'âge où on travaille plus pour quelqu'un. On travaille pour soi-même. C'est l'âge où on est directeur, on est dirigeant, on crée son entreprise, on gère, ou bien on a à des hauts niveaux de poste pour ceux qui ont choisi la carrière, donc pour les carriéristes. Et donc je vais dire 51 à 75 ans, n'est-ce pas? Donc, à partir de 75 ans à 100 ans, mais moi, j'appelle ça le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que tu as tellement bien vécu toutes les étapes et qu'à ce niveau-là, maintenant, c'est ton cadeau. Et ce cadeau-là, tu ne dois plus être en train de travailler, tu ne dois plus être en train de stresser, tu ne dois plus, en tout cas, en train de faire peut-être les comptes rendus, tout ça. Non, tu te retires, tu joues tout juste le rôle de conseiller, de consultant, sinon tu joues à être tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants. Voilà l'homme, pour moi, qui aura bien vécu. Donc, ceci étant, pour revenir en arrière et répondre à ta question, si cet homme-là suit normalement au schéma traversé, quand il va en entrepreneuriat à 50 ans, c'est pas un échappatoire, c'est quelque chose de préparé, parce qu'il sait que à ce niveau-là, il doit se constituer des revenus, il doit constituer des revenus passifs, il doit se constituer une, comment on appelle ça, indépendance financière. Voilà comment moi je situe les choses. Pour dire quoi? Que créer une entreprise, non, ça ne vient pas comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Non, c'est préparé et c'est voulu. Quand toi, tu venais au Canada, toi, tu étais ingénieur, maman aussi était ingénieure du Polytech. Quand moi, je venais, moi, j'étais ingénieur, mais pas d'une école prestigieuse comme la tienne, donc moins prestigieuse. Et en tout cas, moi, quand je suis arrivée, en tout cas, un jour, j'étais assise et puis j'ai dit, mais le Canada, selon ma lecture, j'avais l'impression que le Canada n'avait pas besoin de moi en tant que diplômée. Or, quand on montait nos dossiers, on a l'impression qu'on avait, parce qu'on était jugé sur la base de nos diplômes. Donc, l'impression que moi j'avais, parce que je ne vais pas généraliser, chacun a son expérience, l'impression que moi j'avais, c'est qu'on avait besoin des gens qui étaient surqualifiés. Et quand tu arrives et que je vois l'environnement, j'ai dit, mais ils n'avaient pas besoin de moi en tant que diplômé, parce que dans ma quête d'emploi, j'ai eu à diluer mon CV, à enlever des traces. Est-ce que tu penses que beaucoup d'immigrants sont surqualifiés, mais sous-utilisés au Canada? Bon, en fait, le fond du problème, c'est d'abord l'appréciation que les uns et les autres font de l'immigration et de la vie au Canada avant d'arriver. Et ils ne se sont pas trompés, parce que quoi qu'il en soit, quand on regarde au pays, la plupart des gens, si on veut monter au taux horaire, mais tourne autour de $5 ou $8 de l'heure.
quand tu arrives ici et puis on te dit non, tu es payé, d'ailleurs même $5, $8 de l'heure, ça, c'est ceux qui touchent un peu loin, mais sinon ceux qui touchent, qui étaient dans les 100 000, 150 000, quand on veut ramener au taux horaire et puis le nombre de temps qu'ils travaillent, peut-être ils seront à $3 de l'heure. Donc quand l'Ivoirien arrive ici et puis se trouve même à 14 ou $15 de l'heure, ben, il trouve ça, comment dirais-je, suffisant, mais versus maintenant les charges, là maintenant au fil du temps, il se rend compte que c'est pas suffisant. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de comment cet argent que tu reçois là, comment tu vas l'utiliser plus tard. Est-ce que tu vas te complaire dans la situation ou bien tu vas t'organiser pour te retirer rapidement? Et je donne un exemple, c'est ce qui se passe chez nous en Afrique, pratiquement en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez les pays limitrophes, quand ils viennent, au moment où leur salaire, nous les Ivoiriens, on trouvait ça bas, mais pour eux, c'est grand. Et ils se comportent de telle sorte qu'ils se mettent à 2, 3, 4 ou 5 à se loger, de telle sorte qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, cet argent que pour eux est beaucoup, en tout cas, ils arrivent à faire quelque chose et à créer et prendre donc l'économie en main comme ce qu'ils ont fait. Or, nous, quand on est venu ici, qu'est-ce qui se passe? Pour beaucoup, pour certains qui travaillaient bien, qui avaient un salaire, là, on ne peut pas les citer dedans, mais pour beaucoup, se sont retrouvés à un niveau de salaire qui pensent que c'est suffisant. Et donc, au lieu de préparer donc, un point de chute pour se soustraire de cette situation, non, ils se sont compris dedans, ils ont commencé à vivre à l'aise, à s'offrir des voitures, des maisons, plein. Puis surtout, la dernière fois, je condamnais ça, la diaspora Western Union, c'est-à-dire on passait tout notre temps à aider les gens au pays. Donc, ce qui fait qu'on ne garde rien pour préparer notre propre avenir, encore moins créer donc de l'entreprise, des entreprises qui elles, véritablement, comme nous allons le démontrer au fil de notre comment dirais-je discussion, qui est nécessaire pour nous reconvertir plus tard et nous sentir à l'aise. Donc effectivement, en venant ici, si on avait compris très tôt que cet argent qu'on pense que c'est beaucoup là, mais c'est un miracle de 1 à 2 ans. À un moment donné, c'est pas suffisant du tout. Quand on regarde le niveau de vie ici, tout ceci, tout cela. Voilà. Donc, il fallait rapidement se soustraire à faire autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Est-ce que l'entrepreneuriat devient alors une façon de reprendre le contrôle sur sa vie et sur son temps? Oui. Je dirais, et ça, cette situation est universelle. Ce n'est pas seulement que la diaspora ivoirienne. Ce n'est pas seulement que la diaspora ivoirienne. Partout dans le monde, Dieu merci, je viens de la Chine il y a 15 jours. Là, j'ai fait 15 jours là-bas. Mais la Chine de 1,4 milliard, 1,4 milliard de personnes, mais ce qu'ils sont en train de réaliser, mais c'est énorme. Je veux dire que les États-Unis, les grands États-Unis sont jaloux de la Chine. Tout le problème qu'ils créent à la Chine, là, ils sont jaloux. Mais quand je remarque le peu de temps que j'ai passé, mais ma petite soeur, les entreprises familiales, monsieur, madame et son fils, tout le monde a une entreprise. Et ce qui est encore étonnant, c'est que tu vas voir la fille dans sa boutique, la grand-mère de 80 ans, elle travaille, elle 75 ans, on a ouvert quelque chose. Ali Baba, quand vous commandez, je donne un exemple, là, votre interlocuteur, mais c'est une vieille de 75 ans. Donc, elle est interlocuteur entre les industries, qui sont eux, ils produisent, mais ces personnes-là s'installent pour distribuer. Donc, chacun à son niveau, selon soit par les services, par le commercial, à tous les niveaux. Là, chacun a son petite entreprise. Même les Québécois, les Canadiens chez qui nous sommes venus, regardez combien de Québécois tu vois qui travaillent pour quelqu'un. Non, ils travaillent pour eux. Moi, je suis à Châteauguay. Je vous dis qu'une petite ville de 45 000 habitants,
Nous avons 350 entreprises en zone industrielle, 350 entreprises. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est une porte de sortie pour nous tous, ce n'est pas seulement pour eux dans le monde entier. D'ailleurs, même en Côte d'Ivoire, nos frères qui sont restés là-bas, qui s'en sortent, malheureusement, on ne fait pas la publicité, c'est ce que je déplore à la télévision, c'est les buzz, c'est les influenceurs. Non, on devait tendre le micro et la caméra à ces entrepreneurs. Ma fille, te dit qu'aujourd'hui, parce que je fais 4 mois en Afrique, en Côte d'Ivoire, tu as des entrepreneurs qui se vivent tranquillement 10 millions de francs CFA par mois. Salaire. Qui se vivent 5 millions de francs CFA par mois. C'est-à-dire, ils touchent plus que le député, ils touchent plus que le ministre. Mais c'est l'entrepreneuriat. Mais on ne parle pas d'eux. C'est ça qui est... Moi, je trouve ça anormal. On doit parler d'eux pour qu'ils servent de modèle, pour qu'ils motivent. Non, on parle des influenceurs, on parle de Tontine, celui qui a volé, il est parti en prison, ça va nous capter pendant des jours et des jours. Et les vrais problèmes sont là. Donc, l'entrepreneuriat, porte de sortie, ce n'est pas seulement que pour la diaspora ivoirienne, c'est pour tout le monde. Toi, particulièrement, tu entreprends dans le secteur alimentaire. Donc, Oui. je dis africain parce que tu ne te limites pas juste à l'alimentaire ivoirien, donc africain au Canada. Pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement ce secteur-là? Bonne question. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un domaine très vaste. D'ailleurs, c'est pourquoi moi, mon souhait, c'est qu'après moi, des spécialistes viennent, en tout cas, nous instruire comment tout un chacun peut créer son entreprise. Et je suis d'accord, j'entends souvent, non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, je suis d'accord, parce que c'est difficile, c'est pas facile. Mais par contre, Nelly, je te dis, tout le monde peut être investisseur. Ça, au moins, vous le savez. Tout le monde peut être investisseur. L'entrepreneur, ça, c'est un autre talent. Mais investir son argent, économiser et puis investir son argent, tout le monde peut le faire. Sans le savoir faire, tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir un cash flow. Et puis, tu mets dans des startups ou bien chez des gens qui sont des entrepreneurs, mais qui ont besoin de financement. Mais si tu as 10% d'intérêt qu'on te verse ou 15% d'intérêt qu'on te verse, ça a déjà fait de l'argent, de revenus passifs. Donc, j'ai choisi, comment on appelle ça, l'alimentaire, là, par accident. Pourquoi? J'avais déjà dit ça la dernière fois. Et c'est pourquoi? Parce que tout le monde dit, des risques. Dans l'entrepreneuriat, effectivement, il y a des risques. De gros risques. Mais comme on le dit aussi, qui ne risque rien n'a jamais rien. Donc, moi, quand je suis venu à la base, je devais créer, parce que j'avais des entreprises au pays, j'avais un cabinet d'assurance au pays, j'étais éleveur de poulets aussi, et puis j'étais dans l'immobilier. Mais quand je suis venu, là, j'ai trouvé un Ivoirien ici, un jeune Ivoirien qui était donc dans le domaine, quand il m'a exposé son problème, il dit, mais ça m'intéresse, ça peut m'intéresser, parce que lui, il distribuait à la base la kéké, en tout cas, base. Il dit, OK, moi, je peux t'aider à te faire venir un conteneur et on vend jusqu'à ce qu'on peut, maintenant, on va créer une entreprise, SAL, où je peux être associé là-dedans. Donc, je vais au pays, j'achète, en tout cas, je mets en œuvre tout le processus, puis on envoie un conteneur de 40 pieds, 30 tonnes d'akéké, placali, tout ceci, tout cela, d'une valeur marchande de moins 100 000. Mais ça, je l'ai expliqué. 100 000, j'ai vendu avec lui, mais c'est lui, son entreprise, hein, donc c'était sous couvert de lui. Que ma seule chance, c'est que la facture a été faite par mon entreprise au pays, donc j'avais un droit sur la marchandise, mais les factures sont faites ici en son nom. Et donc, je sais pas, de 6 mois, je vais l'accompagner dans les différentes épiceries, tout ceci, tout cela, et on vend.
Mais je dis que sur les 100 000 dollars, je n'ai eu combien que 6 000. Et il a disparu avec la différence. Mais après, je l'ai attrapé, on est parti en justice, il a été condamné. Jusqu'à présent, il me doit. Mais ça a été donc un risque. Mais ce risque-là, je l'ai passé en avantage. Pourquoi? Parce que pendant les 6 mois, nous avons sillonné les épiceries. Donc, je savais tellement ce qu'ils achètent. Nous avons vu aussi où on fait les emballages, tout ceci, tout cela. Donc, quand il a fait mon agent, moi, j'ai créé mon entreprise, je suis parti au pays et puis je suis venu à mon premier conteneur, et ainsi de suite. Et donc, j'ai dit que les 90 000 dollars que j'ai perdus, mais c'est le prix à payer pour maîtriser le marché, pour connaître où on trouve, comment dirais-je, les emballages, les sachets, les pots, tout ceci, tout cela. Donc, au départ, j'ai pris ce risque, mais aujourd'hui, ça m'a permis d'être à ce niveau où je fais venir maintenant plus de 10 conteneurs, 12 conteneurs à l'année. Voilà, donc c'est ça. Il y a des risques, mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Et puis, tout à l'heure, je disais aussi que l'entreprise, ça fait peur, mais en fait, c'est parce que les uns et les autres ne sont pas dedans. L'entrepreneuriat, tout à l'heure, on dit c'est une idée transformée en projet. Mais l'entrepreneuriat, c'est son métier qu'on transforme en travailleur autonome et par la suite une entreprise. Je prends je prends un cas. Tu es comptable, tu travailles pour quelqu'un, tu apprends, mais après tu peux créer ton cabinet comptable qui est maintenant une personne morale indépendante de ta personne et tu as travaillé au lieu pour une seule entreprise, un seul employeur, mais tu as plusieurs clients. Tu transformes maintenant ton employeur en client. Tu as 10 clients. Et maintenant, ce cabinet peut embaucher d'autres personnes. Hein, tu peux prendre les étudiants, ceux qui sortent, et donc dans ton cabinet, vous pouvez être maintenant 10, et c'est toi le patron. Tu as créé une entreprise. Et même, j'ai vu aussi, comment tu fais le maquis. Mais voilà une idée d'entreprise sur laquelle, ma petite, tu es assise. J'ai dit, mais il faut qu'on aide, comment dirais-je, Larissa, à transformer le maquis en une entreprise. Et je donne, bon, si tu veux, on va le faire en aparté, sinon ils vont voler ton idée. Hein? Tu viens, on va discuter et tu verras que Maquis va devenir une entreprise. Donc, ça ne sera pas dans l'informel occasionnel, non. Parce que le Maquis devait être dans toutes les villes du Canada, avec des partenaires, des associés, et tu verras. Mais ça, c'est une autre idée qu'on va développer. C'est pour dire quoi? Que chacun peut se transformer. Tu es mécanicien, tu peux transformer ton métier actuel en une entreprise. Tu es électricien, tu peux transformer en une entreprise. Tu es comptable, comme je l'ai dit, ou bien informaticien. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément une case sacrée dans laquelle les gens sortent. Non, nous tous, nous sommes des potentiels entrepreneurs. C'est de prendre conscience de cela, donc de passer de l'étape d'employé, salarié, à travailleur autonome, entrepreneur et entrepreneur investisseur. C'est ce que, comment dirais-je, Robert le dit dans son livre Père pauvre, Père riche. Non. Je dis, mon grand frère, ta connexion a fait qu'on rate les bouts. Eh, c'est pas grave. Ah, On continue. On continue. Attends, Quels tu ont n'entendais été, parce plus? que tu as dit un peu, mais on entendait, mais pas tout, ça se coupait. Donc, toi, au départ, tu n'avais pas choisi le secteur. Tu es venu, il y a un frère qui a dit, tu dis, tu peux l'accompagner, tu as perdu de l'argent, ben, au moins, tu as eu la connaissance. Voilà, c'est que j'ai transformé. Donc, selon toi, aujourd'hui, quels sont tes plus grands défis dans la production et la distribution des produits alimentaires africains au Canada aujourd'hui? Très bonne question. Et d'ailleurs, ce défi-là, je l'ai lancé depuis 5 ans. Moi, ma volonté, mon souhait, c'est que dans le secteur
agroalimentaire dans lequel nous nous trouvons, que j'ai des partenaires, j'ai des associés pour qu'on aille plus loin que le niveau actuel de nouveau contrat d'Afrique. Non, ça c'est pas ma question. Ça, c'est à la suite. Ma question aujourd'hui, là, quand je dis les défis, là, c'est pas ce que tu nous as lancé et puis on a été fait vu. C'est pas ça. Les problèmes, les difficultés aujourd'hui que toi, tu rencontres dans la production et la distribution des produits alimentaires au Canada. Oui. Mais c'est, enfin, peut-être indirectement, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si je dis que je cherche des partenaires, si tous les tenants des épiceries ivoiriennes sont partenaires dans le nouveau comptoir d'Afrique, on sera un grand groupe qui a fonctionné comme une centrale d'achat. OK? Et vous voyez, je donne pour ceux qui sont dans la coopération, ils savent, AMR. AMR, c'est ceux qui nous redistribuent à la plupart d'entre nous. Mais ils sont aujourd'hui à près de 10 millions de chiffres d'affaires. Mais ils distribuent quoi? Des produits de nous les Ivoiriens, de nous les Camerounais, de nous les Togolais. Ils sont des étrangers, ils ont des gros yeux, mais ils ne voient pas clair. Donc, imaginez que ce groupe-là, ça détenu par les Ivoiriens, les Camerounais, les Togolais, on sera encore plus puissant. Il y a l'autre Basmès aussi qui est un Libanais, qui depuis des années se trouve dedans. Donc, c'est pourquoi je dis que mon défi, là, mon souhait, c'est ça. Moi, ce n'est même pas de vieillir dans ça. Je veux transmettre ce que j'ai déjà créé là à la nouvelle génération qui va faire plus que moi. Et je suis sûr que cette entreprise ne va pas disparaître. Parce que vous voyez les Européens, les Asiatiques, autres là, leur entreprise survivent à leur personne. Pourquoi? Dès le départ, ils créent. Et quand ils créent, ils ouvrent leur capital et puis maintenant, les autres rentrent dedans. Ce qui fait que si leur enfant ne s'intéresse pas à cette affaire, mais les associés et qui aiment l'affaire, ils peuvent perpétuer. C'est pourquoi Michelin existe, c'est pourquoi Total existe, mais j'en citerai plein. Mais chez nous, là, la plupart des choses qu'on crée, ça meurt avec leur auteur. Parce qu'il est le seul dedans, il est le seul sachant. Le jour où il meurt, personne ne peut prendre au moment où si tu as fait ton enfant qui préfère le zougou ou bien qui est influenceur là-bas et lui, il ne s'intéresse pas à ton affaire, c'est perdu. C'est pas mon défi aujourd'hui, c'est que mes pères ivoiriens, mes soeurs, mes frères ivoiriens qui sont dans les épiceries, donc ils connaissent là, c'est en tout cas qu'on s'organise pour créer un grand groupe et maintenant il faut faire des franchises dans toutes les villes du Canada et pourquoi pas aller aux États-Unis ou aller même en Europe, c'est pas impossible. Voilà. Est-ce que le nouveau comptoir d'Afrique a comme ouvert, parce que tu as parlé de suite de ouvrir le capital, est-ce que tu as créé est-ce que vous avez mis en place par exemple des bons d'action que nous on peut aller acheter? Je prends un exemple. Aujourd'hui, le nouveau comptoir d'Afrique a besoin, par exemple, de 20 millions de dollars pour son expansion. Est-ce que le comptoir d'Afrique, par exemple, s'est dit, bon, moi j'ai besoin de 20 millions de dollars. Je vais prendre 40%. Je vais prendre 40, comment on appelle ça? Si je suppose que le nouveau comptoir d'Afrique, c'est 100%. Toi et maman, parce que je sais que vous êtes copropriétaire, vous gardez 60% des parts et vous divisez le 40% des parts en 20 millions. Fait que une part, par exemple, fait 500 000. Donc, demi-part fait 250 000. Et puis, vous vendez les parts et les gens prennent 20. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est où j'ai pris un montant trop gros. Mais admettons que, par exemple, les parts sont à 10 000 l'action ou à 5 000 l'action ou à 1 000 l'action. Est-ce que le nouveau comptoir d'Afrique s'est déjà comme assis avec ses avocats pour voir comment est-ce que, si ce que je viens de dire là, c'est faisable, c'est réel, ça peut se faire pour pouvoir ouvrir le capital et permettre aussi, c'est comme si nous, on devient des investisseurs passifs où on va avoir des intérêts calculés.
Oui, depuis près de 6 ans, sinon c'était en 2019, nous sommes aujourd'hui en 2016, donc depuis près de 7 ans, c'est le message que j'ai lancé et que j'attends toujours. Mais le problème pour saisir des avocats ou bien même pour saisir des spécialistes qui vont faire le business plan, qui vont tout et tout, mais il faut que des gens tapent à votre porte. C'est parce que jusqu'ici, personne n'a encore tapé que j'attends. Sinon, dès que 2 ou 3 personnes manifestent là, mais on s'en va prendre. Parce que si je vais prendre un avocat aujourd'hui ou bien un spécialiste pour faire, alors que personne ne sort, ce sera de l'argent perdu. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, si à la sortie, la dernière fois, on a fait, comment dirais-je, notre entrevue, jusqu'à ce jour, personne n'a encore tapé à la porte. Si à la sortie d'aujourd'hui, quelqu'un, 2 ou 3 personnes ou des épiceries se mettent ensemble, tapent à ma porte, mais c'est avec plaisir que je vais saisir donc les personnes compétentes là pour ouvrir le capital. C'est une nécessité pour nous. Et d'ailleurs, même, je lance, comment dire, l'appel à tous les entrepreneurs de la diaspora au Canada ici, qu'ils permettent, ils ont déjà fait des efforts, ils ont fait des sacrifices, c'est vrai, je comprends, mais qu'ils permettent à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore entrepreneurs de rentrer pour venir apprendre auprès d'eux et devenir des entrepreneurs parce que c'est notre seule porte de sortie. Si demain, on veut que notre voix porte, même aujourd'hui, là, que ce soit au Canada, que ce soit en France, nos voix ne portent pas le nom de la diaspora parce que nous sommes tous des salariés et individuellement. Donc, notre voix ne porte pas. Alors qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Je viens de là-bas, la Côte d'Ivoire en chantier. Mais quels sont ceux qui prennent leur part? C'est ceux qui sont déjà organisés, c'est-à-dire les Libanais, les Chinois qui viennent d'arriver et autres. Mais ce qu'ils font, c'est pas sorcier. C'est parce que c'est un consortium d'entrepreneurs, un holding qui viennent et ils viennent avec les moyens. Mais nous, la diaspora, on a l'argent, on a les moyens. Mais seulement que c'est cet effort que nous ne sommes pas encore prêts à le faire. L'Ivoirien, c'est dommage. Je dis que on aime la facilité. Je vous dis, nous, pendant voilà 7 ans, qui demande à ce qu'il y ait des associés. Mais quand mon EVA.com, à l'époque, était venu, mais mon EVA.com a mobilisé pas mal de sous en un rien de temps. Parce que l'Ivoirien, c'est qu'il veut, il veut que son argent travaille tranquillement, et puis il dort, et puis on lui donne ses fonds d'entrepreneuriat. Mais, mon grand frère, je te coupe pas, mais je te coupe. Parce que mon EVA.com, quand ils sont venus avec le business plan déjà fait, et puis ils faisaient souscrire les gens. Mais toi, par exemple, tu dis, toi, tu attends, nous, on n'a qu'à venir taper d'abord. C'est différent. Oui, parce que lancé l'appel. De la manière dont tu dis que l'Ivoirien aime attraper son bras là. Quand on a pris avion pour venir là, on n'a pas changé. Hein. C'est même attraper bras là qui est arrivé ici. Donc, ouais, je vais te parler comme les Ivoiriens. C'est dedans. On dit c'est Cubagie qui fait publicité. Les seuls, il n'en a pas besoin. C'est parce qu'ils savent qu'ils trompent les gens. C'est pourquoi ils font publicité. Ils vont avec tous les papiers, tout ceci, tout cela. Parce que moi, j'ai dit, grand frère, si tu as lancé les pas là, par exemple, que c'est $1000 ou bien 500, nous, on apprend. Non, d'accord. Tu as lancé ta voix, même au défi, parce que depuis 6 ans, tu attends, on ne vient pas. Donc, essaye pour moi là. C'est la deuxième fois que je te dis ça, non? Essaye pour moi là d'abord. Dans les commentaires, il y a un commentaire très, très intéressant de ma copine, les Burnéenne, qui a une épicerie dans la ville de Québec. Donc, elle est vraiment en plein centre-ville. Elle dit, la différence entre vous, donc elle parle du comptoir d'Afrique, la différence entre vous et ARM ou Bassmess, c'est qu'ils vendent même un carton de produits. Mais vous exigez un montant. C'est sûr que les gens iront vers ceux qui font des facilités. Elle a commandé des produits chez ARM. On lui a livré les produits Mémé d'Afrique et ça l'a fait sourire. Parce qu'elle voulait directement chez Mémé d'Afrique. Mémé d'Afrique lui a demandé un montant qu'elle n'avait pas.
Elle est partie chez quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Oh, elle est ivoirienne. Elle est partie chez quelqu'un qui n'est pas ivoirien. La personne lui livre les produits que Mémé d'Afrique ne lui a pas livrés. Parce que moi-même, je suis partie dans son épicerie, j'ai vu les produits Mémé d'Afrique là-bas. Moi-même, je pensais qu'elle avait pris ça toi directement. C'est dans le commentaire, il vient de voir qu'elle n'a pas pris toi directement. Donc, comme ça, là, eux, les petits épiceries là, qui commencent un peu. Si vous ne faites pas les facilités, mais peut-être que vous faites les facilités à ARM ou bien Basmès, mais ça va les pousser vers ARM ou Basmès, qui, eux, leur font des facilités parce qu'ils n'ont pas grand moyen. Parce que moi, je me rappelle, avant qu'elle n'ouvre, elle n'avait même pas encore ouvert. Moi, je lui ai donné ton numéro, elle n'a qu'à t'appeler. Il a dit que faut lui dire c'est ta petite soeur. Tu vois? Donc, ça aussi, ça peut les pousser aussi à entendre ton message, mais ne pas être réactif parce qu'ils se disent ils n'ont pas le montant de comptoir nouveau d'Afrique. OK. Maintenant, à ce niveau, je voulais dire que, effectivement, même tel qu'elle a dit là, je ne pense pas que Basmès ou AML lui livre un carton. Non, je ne pense pas. Quand ils vont, et d'ailleurs, même pour un carton, 2 cartons, je suis chez AML souvent, c'est mon ami, on est tout ensemble. Ils vont là-bas pour prendre les 2 cartons, 3 cartons, il n'y a pas de souci. Si ils veulent que AML leur livre chez eux là-bas, mais c'est au moins $3 000, $5 000 de commande avant qu'on ne les livre. Sinon, AML ne peut pas se déplacer pour 1 carton ou 2 cartons. Ils vont tous là-bas. Mais chez moi aussi, ceux qui arrivent et qui me connaissent, notre sœur Charlène Dougou, mais elle vient, quand elle vient chez moi, souvent elle peut aller avec 1 carton ou 2 cartons, ça ne me dérange pas. Ce que moi je ne fais pas, et c'est dans leur intérêt, c'est de vendre aux particuliers. C'est-à-dire demi-cartons et autres là, j'ai les concurrences. Et même, c'est la même chose qu'ils font, parce que si nous devons vendre aux particuliers, mais les épiceries n'ont plus de raison d'être. Donc, c'est pourquoi nous ne vendons pas 1 carton ou 2 cartons. Mais quand ils viennent chez nous, même 1 carton ou 2 cartons, on les vend. Mais on ne peut pas aller livrer à Québec 2 cartons. Ça, si on les, même Ahmed ne le fait pas, si elle veut dire vraiment être conséquente avec elle-même, c'est pas 1 carton, 2 cartons qu'elle a pris chez Ahmed et Ahmed, comment dirais-je, lui livre. Parce que Ahmed aussi représente beaucoup de fournisseurs à la fois. Il y a les produits Mémé d'Afrique, il y a les produits de Kamoto, il y a des produits. Donc, ils tout ça là en place, ils commandent et ça fait $10 000. Mais c'est normal qu'Ahmed le livre. Nous aussi, à Québec, là, nous livrons même $3 000 ou 5 000 au moment d'Ogi. On livre chez Maman d'Ogi, chez Mokolo, on livre, chez Carité, même on vient de lui livrer $3 000 de produits. Mais à cause du coût du carburant actuellement, on ne peut pas se déplacer pour 2 cartons. Elle-même, elle le sait. Non, c'est pas que je refuse de vendre 2 cartons. Voilà. Elle dit qu'elle ne parle pas de la livraison. Elle dit qu'ils font des facilités. Elle se fait livrer par Kanaté. Donc, notre frère qui fait la livraison. Oui, mais d'accord, mais si elle commande 3 cartons. Donc, tu as vu? Donc, Natacha, mon grand est en train de dire que si tu commandes et que quelqu'un va venir prendre pour venir livrer, lui, il va te donner. Il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais refusé. Tu viens à mon nom. Mon nom ouvre les portes. Voilà. Et d'ailleurs, quand elle se prépare à être actionnaire dans le nouveau contrat d'Afrique, elle verra qu'on va lui déposer conteneur directement chez elle là-bas. Il a dit conteneur directement là. Il t'a dit, c'est payé n'est pas l'argent. Sinon, tu allais venir déposer au conteneur, tu n'allais pas croire. Moi, il y allait me mettre d'Afrique de Québec. Au-delà, c'est que nous, tout à l'heure, c'est le message que j'ai lancé au niveau de tous les entrepreneurs, ceux qui sont anciens, qui vraiment, comment dire, en train d'émerger là, de tendre la main à tous les membres de la diaspora. D'une façon ou d'une autre, là, on peut entreprendre, on peut créer des entreprises dans tel domaine, dans l'immobilier. Nouveau comptoir peut être actionnaire dans une entreprise immobilière qui est créée. Un nouveau comptoir peut être actionnaire même dans
le maquis national qui va être créé. On prend des parts et puis même être des sponsors de ton activité. Mais sponsor, là, mon gars, pour le prochain maquis, là, c'est le 13 juin. Il va t'écrire pour ça même. Toi, tu me doubles. Tu m'as mis en haut une fois. Une fois, j'ai affronté tout pour venir. Tu as tout affronté, tempête. Oui, mais la rencontre d'aujourd'hui, là, ça fait 4 fois que c'est reporté. C'est pas de mon faute. Si ça me trouve ici, il n'y a pas de problème. Si je m'en vais à Châteauguay. Oui, AMM ne livre pas. Je ne parle pas de livraison. Elle parle de achat. Donc, oui, achat, là. Il dit maintenant. Ah, tu as vu? Elle dit, parce que ça fait 2 ans qu'elle a ouvert. Elle dit, ça fait 2 ans. Elle est partie, mon nom, tu n'as pas été réactif. Non, elle est restée avec les fournisseurs qui ont été réactifs. Mon grand frère, c'est pas qu'il n'a pas été réactif. Il n'a pas tant même. Mais mon grand frère, elle là, j'ai créé le lien. Tu vas lui donner pardon. Ça m'étonne parce que j'ai dit pas plus tard que aujourd'hui, là, il y a une petite Sénégalaise qui est au Chalaga qui est venue prendre 4 cartons de Nakeke. Elle a été. On va fermer ce débat-là. On va faire ça inbox. On continue. Inbox. Donc, je disais que j'invite tous mes pairs à permettre à la plupart de nos frères et sœurs ivoiriens qui veulent être entrepreneurs, ou bien être investisseurs, qu'on les aide. Parce que seul, on ne peut pas s'en sortir. Mais à plusieurs, on peut, comment dirais-je, attention, tu as disparu. Mais tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, j'ai cherché à réapparaître. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. Continue de parler. Voilà, ok, d'accord. Donc, c'est ça. Il dit que ensemble, là, on ira très loin. Et d'ailleurs, dans le domaine de agroalimentaire où nous sommes, mais je souhaite en tout cas que toutes mes sœurs et mes frères ivoiriens, donc qui sont dans ce secteur-là, qu'on cherche à fédérer nos forces. Déjà, le premier défi, c'est de maîtriser le marché d'ici. Deuxième défi, c'est de maîtriser la production en Afrique, en Côte d'Ivoire. Si à un moment donné, d'ailleurs même, il semble le prix de la kéké monte haute là, parce qu'à un moment donné, le manioc manque. Et d'ailleurs, il y a un problème qui est en train de se pointer et que j'attire mes pairs qui sont dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, là, les Américains sont venus et ils financent directement nos paysans. Donc, ils produisent le manioc et puis ils prennent. Donc, on risque de ne pas avoir de manioc pour faire notre akiki, pour faire nos, farines de congolais et autres. Là. Donc, c'est-à-dire que nous, en dehors d'ici, il faut qu'on investisse en Côte d'Ivoire dans les plantations, dans les usines de fabrication d'akiki. C'est pourquoi d'ailleurs je suis parti en Chine, c'est pour acquérir donc des machines de désidateurs, des sémouleuses et autres là, pour qu'on soit indépendant. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas caché. C'est vraiment ouvert. Il y a dans le commentaire, là, on dit, ça serait intéressant de lancer les actions que j'ai dit là. Tu as vu? Oui, non, il n'y a pas de problème. Ça vient vers toi, mon grand frère. Est-ce que tu penses que le marché africain de la distribution alimentaire au niveau du Canada est sous-exploité ou est surexploité? Distribution alimentaire au niveau du Canada? Oui, des produits africains. C'est toi, ton domaine. Là. Non, moi, je dis que c'est sous-exploité, en ce sens que souvent on arrive à faire des pénuries, à avoir des pénuries dans ce domaine. Seulement que c'est mal exploité. On se fait des concurrences déloyales, par exemple les conteneurs de groupage, de ceci, cela, tant de choses. Sinon, à un moment donné, quand les gens le font, quand le produit vient en grande quantité, après, sur 2 mois, 3 mois, ça disparaît parce que c'est mal exploité. Sinon, c'est encore sous-exploité. Il y a de la place pour tout le monde dedans, pourvu qu'on soit organisé, c'est tout. On a des amis, des connaissances et tout,
qui se lancent dans le business de vente d'articles, Placali, ils font épicerie en ligne à la maison, les petites épiceries des quartiers et tout. Et on a un grand frère qui a commencé et on voit que ça va chez toi, ça monte. Un temps même, tu étais chez IGA, ça a fait la petite polémique que ça fait. Comment est-ce que les gens peuvent asseoir leur business pour quitter dans l'informel et que ça soit vraiment quelque chose qui est solide comme Mémé d'Afrique? Et selon toi, pourquoi d'autres se contentent de rester dans les petits, c'est-à-dire vendre à checker sur le côté, petit. Donc, comment est-ce que on peut faire pour être grand comme toi? Donc, comment toi-même tu as fait pour être grand? Et puis, selon toi, pourquoi d'autres, ils se limitent vraiment à, ils vendent un peu d'articles aujourd'hui, demain tu appelles, il n'y a pas d'articles, après, non? En tout cas. Bon, le problème qu'on a ici, c'est le problème congénital des Ivoiriens. D'abord, on a du mal à se regrouper, à nous associer. Dans le domaine de l'agro où nous sommes, j'aurais préféré qu'il y ait une ou deux marques tout juste. Pour prendre des exemples comme IGA. Mais IGA, tu as IGA à Châteauguay, tu as IGA à, à Drummondville, tu as IGA partout. Et même chose. Donc, au lieu que chacun ouvre sa boutique, il dépose, si on se met en groupe et que tu veux ouvrir ce qu'on dirait dans tel quartier ou bien que ce soit la marque qui est présente. Et cette marque-là va aller acheter en groupe. Je vais vous dire. Comme des franchises, par exemple? Oui, c'est ça. Regarde, pour ceux qui suivent un peu l'actualité au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des Chinois qui vendent des tricots à 2000 et les Ivoiriens se fâchent tant de choses. Mais le problème, pourquoi les Chinois vendent à 2000? Mais les Chinois, ils se sont regroupés, ils font venir pas de 200 conteneurs. Quand ils vont dans une industrie, il dit, je commande 200 000 t-shirts, il dit n'importe quoi, 300 000 t-shirts. Alors que l'Ivoirien, quand il s'en va commander 2000 t-shirts. Et il paye billet d'avion, il paye son séjour à l'hôtel, tout ceci, tout. C'est normal que son tricot revienne à 3 000, 4 000 ou bien même 8 000 quand il met son défi dedans. Mais le Chinois, il vient à 200 000. Et puis, 200 conteneurs. Et au niveau de la douane, ce sont des informations que je vous donne. Quand tu viens avec un conteneur, tu es dans l'anonymat. Encore même un conteneur de groupage, tu es dans l'anonymat. Mais si tu viens avec 10 conteneurs ou 50 conteneurs que tu négocies, on te fait un prix forfaitaire. Et c'est ce que ces Chinois-là font. Ils viennent en Côte d'Ivoire avec 200, 300 conteneurs à la fois et ils négocient. Et comme c'est du cash, tu vas rentrer dans la caisse, mais le gouvernement peut faire des rabattements jusqu'à 50%. Mais c'est la même chose. Chacun prend, même à un moment donné, des gens qui faisaient venir la ticket dans l'avion pour nous concurrencer. Dit non, c'est la ticket frais. Que c'est venu dans l'avion. La ticket, une fois qu'il fait 2 jours, il devient vieux à kéké, qui vient par avion ou bien par bateau. C'est même à kéké. D'ailleurs, même la kéké congelée est mieux conservée que la kéké qui est venue dans l'avion 3 jours, 4 jours. Parce que si ce n'est pas au frais à moins 18 degrés, ce n'est pas bon. Donc, pour dire quoi, on gagnerait à fédérer. De telle sorte que notre installation ne doit pas faire l'objet du hasard. Par exemple, quand IGA va ouvrir dans tel secteur, ils font une étude pour voir s'il n'y a pas un autre IGA à côté. C'est vrai ou c'est faux? Alors qu'aujourd'hui, là, nos épiceries, là, chacun ouvre, souvent il a 2 mètres, il s'en fout, il ouvre pour lui, tout ceci, tout cela, et ça bloque. Donc, il y a nous mettre ensemble pour avoir une même politique de telle sorte qu'à offrir des produits de qualité à nos concitoyens. Sinon, c'est même pas que les Ivoiriens seulement qui mangent la kéké. Tout le monde mange la kéké aujourd'hui. Tout le monde mange le fonio. Tout ceci, tout cela. Donc, c'est le regroupement qui est la solution. Et je disais qu'on a un problème congénital. Quand 2 Ivoiriens, 3 Ivoiriens s'unissent là, la première idée, c'est d'éliminer un, parce que chacun veut être numéro 1. L'autre idée, c'est de fuir avec le capital. Si jamais leur affaire là, ça tombe dans ma main, ok, je fuis avec.
Mais c'est ça, c'est la mauvaise idée. C'est comme ce que j'ai subi au départ. Si je n'avais pas un peu les reins solides, qui va perdre 90 000 et qui va rebondir? C'est pas possible. 90 000 $, c'est difficile. Mais nous l'avons fait parce que on avait une petite base en Afrique avant de venir. Donc, ça dit quoi? On n'a qu'à chercher à être honnête. L'honnêteté entre nous et la patience. En business, là, c'est la patience. En entrepreneuriat, c'est la patience. Voilà. Tu réponds un peu à la question, mais j'ai trois qualités. Et dis-moi, et ce qui manque le plus, la discipline, la patience ou la vision à long terme pour un entrepreneur de la diaspora? Entre la discipline, la patience ou la vision à long terme? Les trois en même temps. Les trois en même temps. Il faut être patient. Il faut avoir une vision. On ne vient pas comme ça, comment dirais-je, sans savoir ce qu'on veut à court et moyen terme, sinon à long terme. Et puis, la patience, il faut être patient. Parce que si tu n'es pas patient, tu t'en sors pas. Parce qu'il y a des moments où tu demandes, mais qu'est-ce que je suis venu chercher dans cette galère? Mais le jour où ça sent bon aussi, tu es entre deux avions. Donc, c'est tout ça mis ensemble, ce qui fait que la patience, comment dirais-je, la vision, et puis, le troisième truc que tu as dit? La discipline. C'est la discipline. Voilà, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Qu'est-ce que nous devons changer dans notre mentalité collective pour créer des entreprises solides, durables et grandes au Canada? Ben, d'abord, la confiance, l'honnêteté entre nous, c'est très, très important. Les Juifs, comment dirais-je, les Libanais, ils ont réussi parce qu'il y a un pacte entre eux. J'étais une fois avec un Libanais et puis il me disait, quand il m'a demandé ma nationalité, il dit, je suis ivoirien. Il dit, ah, man, j'ai des frères au Liban, tout. Et puis bon, comme il est blanc, il dit, tu es quelle nationalité? Il dit, je suis de la nationalité de celui qui vole tout le monde sauf eux-mêmes. Et il dit, ah bon, il dit, je cherche, il dit, tu cherches pas, il dit, je suis Libanais. Libanais, nous, on vole tout le monde, mais on se vole pas entre nous. Mais ça veut dire ça. Nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à apprendre à ne pas se voler entre nous. Ça, c'est important. Si tu as 10 francs de quelqu'un, mais c'est 10 francs, il faut lui payer. Maintenant, si tu lui demandes un cadeau de 5 francs après, c'est après. Mais dès que tu prends, il faut penser à donner et à rembourser. Quand tu le fais, la confiance s'installe. Et puis, on n'est qu'à aimer le travail. Tout à l'heure, j'ai dit que mon EVA.com, et puis tu veux le comparer pour moi, l'Ivoirien, c'est comme les VTC. Je ne sais pas si vous entendez parler aussi en Côte d'Ivoire, les taxis, là. Mais pourquoi? Et puis, les investissements en ligne aussi à l'époque, où on dit tu donnes 3 000, tu envoies 10 personnes, tu envoies 5 personnes, le système de ils ont fait bourse, voilà, c'est des ils ont trucs fait comme ça. les trucs pyramidales. Voilà, l'Ivoirien, on doit bannir de notre mentalité. Vous voyez, mon événement, comme à l'époque, quand c'est venu, mes amis proches, je les entretenais, ils disent la surface financière la plus rentable au monde, là, c'est 7%. Donc, si quelqu'un vient te voir, il dit que tu donnes ton argent, tu as 10, 15%, 20%, 30%, c'est pas la vérité. C'est vraiment pas la vérité. Et puis, quand le VA, on a pris dans le domaine de l'agriculture, il dit, mais si le VA était porteur, ou bien même la tomate était porteur, tous nos paysans en Côte d'Ivoire seraient riches. Donc, comment moi, je suis assis dans mon bureau, je donne 1 million, et puis chaque mois, on me donne 200 000, 200 000, 200 000. C'est pas possible. Les tomates là se vendent où? En tout cas, c'est pas en Abidjan. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, il faut qu'on arrive à dissocier, à distinguer le faux du vrai. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aimer le travail. Quand vous aimez le travail, le reste là, ça vient avec. Et puis, on n'a qu'à apprendre à se regrouper. C'est nécessaire. C'est fondamental. Si on va être puissant, mais c'est ensemble.
nouveau comptoir ne pèse rien. Ne pèse rien. Quand vous faites nos éloges, on est surpris, on dit, mais c'est de nous vous parler. Parce que quand on regarde des groupes en face qui parlent en termes de millions, je prends le AMR, puisque notre sœur connaît, l'immeuble dans lequel AMR se trouve là, ça lui appartient. Hein. L'immeuble là, c'est pour AMR. C'est ça. Mais demain, nous, les Ivoiriens, on peut avoir des immeubles ici, à notre nom, pourvu qu'on se fasse confiance, pourvu que sérieusement on se mette au travail. Là, on va y aboutir. Et puis maintenant, la porte de sortie, c'est l'entrepreneuriat. Créons un système qui crée de la richesse. Et c'est l'entreprise qui crée de la richesse. Vous allez au pays, souvent je tiens des échanges avec des amis, je dis, oui, vous voyez le douanier, vous voyez le sous-préfet, le ministre, et ils ne sont pas riches, parce qu'ils ne créent pas de la richesse. Ils sont assis à un poste. Je n'ai pas vu un douanier qui est mort et puis on a cédé ça à son fils. Non. Je n'ai pas vu un chef de service impôt à qui on a transféré. Non. Le robinet se ferme avec sa mort. Alors qu'une entreprise, tu peux céder à ta descendance. Tu peux céder à tes amis. Tu peux céder. Et puis, je disais tout à l'heure le regroupement. Le regroupement, c'est important. Il ne faut pas penser que c'est quand tu as 100% de ta structure que tu es puissant. Non. Vous voyez, on parle d'Elon Musk, de Jeff Bezos. Vous savez le pourcentage de leur, comment dirais-je, dans leurs affaires? Jeff Bezos, par exemple, c'est 13% de Tesla. Ça dit que les 87% appartiennent à d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que mieux vaut avoir 1% d'un éléphant que 100% d'une fourmi. Nous, les Ivoiriens, les Africains, on se bat avec nos 100% de fourmis. Où on ira avec ça? 1% de l'éléphant, mais ça peut nourrir tout un village. C'est vrai ou c'est faux? Donc, mettons-nous ensemble, faisons des grands groupes. Même si on a 1% ou 2%, il n'y a pas de problème. Pour revenir à nouveau comptoir d'Afrique, tout à l'heure, j'ai fait tranche d'âge que je fais, je dis à 76 ans, ben, c'est le repos, on ne doit plus stresser. Moi, à 76 ans, je ne suis plus dans le nouveau comptoir d'Afrique. Je suis assis soit à Gagnoua là-bas, ou bien à Ouagayo, ou bien quelque chose à moi là-bas, tranquille. C'est d'autres personnes qui parlent au nom de nouveau comptoir d'Afrique et non pas mon nom, parce que je dois me reposer maintenant. Je ne veux plus de stress. Je veux jouer avec mes enfants. Mais pour y parvenir, mais c'est de permettre de faire des riches derrière toi qui vont t'accompagner. Donc, retenez que nous nous battons avec nos 100% de fourmis, ça n'ira nulle part. Mais 1% de l'éléphant ou 2%, c'est quelque chose. Ouais. Si un Ivoirien du Canada t'écoute, un immigrant t'écoute, un Québécois, en tout cas, une personne qui passe par là t'écoute aujourd'hui, et cette personne-là se sent prisonnière du rythme du train-train, métro, boulot, dodo, qu'est-ce que tu lui diras concrètement à cette personne? Mais à cette personne, je lui dirais, comme je l'ai dit au départ, le salaire derrière lequel tu cours ne te rendra jamais riche. D'ailleurs, quand on fait les statistiques, 73% des riches du monde là sont des entrepreneurs. Je crois 15% les athlètes, les footballeurs et autres. 8% comment on appelle ça, les investisseurs. Il n'y a pas de salariés dedans. Même si tu as $100 de l'heure, il n'est pas dedans. Même à $200 de l'heure, il n'est pas dedans. Parce que si vous regardez la structure des charges fiscales, mais c'est les travailleurs qui payent les impôts. Et l'État a fait exprès. L'État chuchote, entre guillemets, les entrepreneurs qui sont créateurs donc d'emplois et autres là, pour que leur assiette d'impôts qui s'assoit sur le salaire, là, ils le prennent. La dernière fois, j'ai vu la structure des salaires, quand tu as 50 000, c'est 29%, si je ne me trompe pas, jusqu'à, ça augmente lorsque tu tends vers les 400 000. C'est-à-dire que plus ton salaire augmente. Au Québec, quelqu'un qui a 500 000, normalement, il paye 250 000 d'impôts. Vous voyez? Donc, les médecins qui sont dans cette tranche-là, il y a beaucoup qui vont s'incorporer.
Oui. Et pouvoir puis, se reverser un salaire. voilà. Donc, et puis, en plus, tous vos charges que vous faites, mais on ne vous retourne pas vos taxes. Alors que si tu crées ton entreprise, mais toutes tes dépenses, même jusqu'au carburant, les taxes dessus sont remboursées. Ça vous dit quoi? C'est pas boulot dodo. Tu le fais de 25 à 50 ans, tout au plus. Et ça, encore, j'ai fait cette tranche d'âge pour ceux qui sont nés de parents pauvres comme nous. Si ton papa est riche là, tu finis ta formation, tu vas faire tout juste 2 ans d'apprentissage. Parce qu'il faut quand même travailler. Quelque part, la plupart des riches, c'est ce qu'ils font, ils envoient leurs enfants acquérir 2 ans ou 3 ans. Et puis, venir travailler à 28 ans, l'enfant est responsable. À 30 ans, l'enfant est responsable. Mais si tu es pauvre comme nous, ok, tu travailles pour les gens, comme j'ai fait à Ascoma, tant de choses, j'ai économisé. Je ne vivais pas au-dessus de mes moyens. J'ai économisé parce que, à terme, je veux créer mon entreprise pour obtenir ce que je veux. Mais sinon, en tant que salarié, tu ne peux pas. Parce que, d'abord, l'État te prend une bonne partie. 2, tu n'as pas le temps. L'entreprise, c'est ça qui est quelque chose d'intéressant. C'est une opportunité qui t'ouvre d'autres opportunités. Je vous dis, je suis parti en Chine, mais je suis venu avec d'autres idées. Mais c'est pas ça que je suis parti. Quand j'étais en France aussi, il y a d'autres idées. Quand je suis parti au Cameroun, il y a d'autres idées, ainsi de suite. Donc, quand tu es dehors, tu vois clair, des opportunités viennent tomber sur toi. Mais quand tu es dedans, tu es préoccupé par ton travail. Autre élément que nos frères doivent comprendre, pour le moment, quand tu fais 2 boulots, 3 boulots, parce que tu as de l'énergie, tu as 20 ans, tu as 25 ans, c'est possible. Mais est-ce que tu peux déneiger à 50 ans? Tu peux aller livrer comment dire, des produits à Trois-Rivières, à ceci, cela, à 55 ans? Non, c'est pas possible. Donc, nous devons faire la meilleure façon de faire, c'est de faire en sorte que ton agent travaille pour toi à un moment donné. Et ton agent ne travaillera que dans une entreprise. Donc, boulot dodo, c'est bon, mais c'est pour un certain temps. Tu as encore de l'énergie, tu le fais, mais économise de telle sorte que tu te transformes donc en entrepreneur dans tes 50 ans. Être là. Voilà. Selon toi, quelles sont les erreurs que font certaines personnes qui veulent entreprendre, mais pressées, donc génération pressée. C'est-à-dire, peut-être pas de business plan, peut-être pas de vision, peut-être pas de mentor, peut-être truc. Lui, il a entendu le grand frère Pascal, lui veut être comme le grand frère Pascal, en même temps, il se lance et tout, tête baissée et tout. Selon toi, quelles sont les erreurs que cette personne-là peut commettre? D'abord, on l'a déjà dit tout à l'heure, les qualités qu'un entrepreneur doit avoir, c'est la patience. Tu es pressé pour aller où? Tu vas doucement à ton rythme. Je vais vous dire, par exemple, on voit certains de nos frères ivoiriens ici, toute la plupart, bon, quand il était au pays, son directeur ou bien le chef de service avait la Mercedes ou bien avait BMW X5, tant de choses. Quand il arrive ici, avec le niveau de salaire, effectivement, il se trouve à $2,000, $2,500, et surtout la facilité avec laquelle on nous accorde des crédits ici pour acquérir les véhicules et autres, là, ça va se soulever, les véhicules de souvent même $80,000, de $75,000, mais c'est une grosse erreur. Pendant que tu travailles là, il faut garder le maximum possible de telle sorte que tu puisses créer ton entreprise. Créer l'entreprise dont je parlais là, quand tu travailles pour te lancer, pour ne pas avoir trop de stress, c'est de faire en sorte que tu aies 1 mois sur 1 an ou 1 an et demi de salaire garanti, en attendant que l'entreprise soit productive. Parce qu'une véritable entreprise qui marche, c'est au bout de sa 2e année. Sinon, 6 mois, non, tu es en train de faire ce qu'on dit des sous-bassements. Une entreprise qui est rentable en 6 mois, dans les 6 mois, il faut t'inquiéter parce que ça va péricliter. Donc, c'est la patience et ne pas être dépensier.
faut économiser. Je vais te dire, pendant près de, jusqu'à 2019, moi, mes voitures, c'était Dodge Caliber 2000, là. C'est ça. J'ai pris 2 fois ça. C'est ça, c'était vendu à 2500 et ça roule pareil. Mais tout le maximum qu'on avait, on investissait, on incluait dans nos capitales pour que on puisse aller de l'avant. C'est ça. Donc, faut éviter les grosses dépenses, le matu vu, tout, non. Voilà. Finalement, on va répondre à la question initiale parce qu'on Ouais. tire à la fin de notre discussion, de notre belle discussion. Ouais. Pour finalement, l'entrepreneuriat est-il un luxe, une nécessité ou une obligation pour se libérer? Bien, moi, je dirais... Selon toi, hein? Oui, oui. Je dirais, à l'allure où va le monde, l'entrepreneuriat, c'est une nécessité pour tout un chacun. Qu'on soit ivoirien, camerounais, qu'on soit de la diaspora ou même rester au pays, c'est une nécessité. En ce sens que l'énergie que nous avons aujourd'hui, bon, quand je dis nous, je me mets parmi vous les jeunes, hein, que vous avez donc à 25 ans, 30 ans, 40 ans, cette énergie-là ne va pas vous suivre indéfiniment. Donc, les travaux forts, comment vous appelez ça, overtime, que vous faites là, ça, c'est pour une tranche d'âge donnée. Mais entre-temps, il faut te préparer à avoir un revenu passif. Le revenu passif, là, c'est le fait que quand tu es en vacances, ton activité te produit. Moi, je donne mon cas quand j'étais parti en Chine, là, mais chaque sachet d'akeke que vous avez soulevé chez Maman Dogui, tant de choses, j'ai ma marge dedans. Ce que vous avez pris chez AMR, j'ai ma marge dedans. Donc, c'est ça. Fais en sorte que tu aies des revenus passifs. C'est-à-dire que, bon, soit tu as des immeubles qui sont mis en location. En tout cas, que ton revenu ne soit pas lié à ton activité, à ton temps que tu vends. Comme on le dit, time is money. Time is money, c'est-à-dire que le temps est de l'argent. Mais ce temps-là, tu en as pour 8 heures ou tout au plus 10 heures dans les 24 heures. Tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, non seulement tu as ton temps, mais tu payes le temps des autres. Je prends le cas d'un jeune qui a créé son cabinet de comptable, par exemple. Quand il était comptable, on le payait 8 heures, chose qu'on dirait 8 heures à raison de $20 ou $40, tout au plus. Alors que quand il a créé son cabinet, non seulement ces $40 sont toujours garantis, mais les employés qui viennent, qui permettent de traiter, au lieu de pour une seule entreprise, 10 entreprises là, il augmente son revenu. Donc, déjà, vu sur cet angle-là, l'entreprise est nécessaire. L'entrepreneuriat, donc, c'est nécessaire pour nous. Pour notre retraite future aussi, l'entrepreneuriat est nécessaire. C'est moi qui disais tout à l'heure, moi, à 75 ans, je suis couché dans l'année tranquillement là-bas. Mais si j'ai mes actions toujours en vigueur, ben, chaque année, vous allez me verser, vous qui êtes en train de travailler là, vous allez me verser mes dividendes. Parce que je suis entrepreneur. Mais si je me contente d'être salarié, c'est tout juste la retraite. Et la retraite encore, ici, au Québec, là, c'est très difficile. Ça, je vous l'apprends. Pourquoi? Nous sommes partis en défaveur avec les natifs, c'est-à-dire les Québécois, les Canadiens. Et ils ont commencé à travailler à 14 ans, à 18 ans. Nous sommes ici arrivés à 30 ans, à 35 ans, voire même 40 ans pour certains. C'est là qu'on a commencé. Donc, cette course-là, nous partons avec 10 km en retard par rapport. Donc, la retraite est constituée des cotisations que nous faisons. Donc, ne rêvez pas que il faut avoir travaillé 40 ans. Ah, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il faut avoir la pleine pension. Voilà. Ne rêvez pas sur la retraite pour vos vieux jours.
Alors que nos vieux jours, c'est là les maladies opportunistes se présentent, c'est là l'arthrose, le tuberculose, tout ça se présente. Vous voyez pourquoi il faut, en tout cas, s'organiser de telle sorte à avoir une activité qui soit, donc, créer une personne morale, donc, distincte de notre personne physique, de telle sorte que cette personne morale-là peut perpétuer nos revenus, même quand on est inactif ou bien quand on est, on est vieux. Autre élément aussi, c'est que nous, la diaspora, je veux dire, pendant 30 ans, 40 ans, ce retard que nous avons accusé, c'est parce que nous n'avons pas d'entité véritable de production, de création d'entreprises, de richesses qui puissent nous permettre de peser dans les décisions au niveau du pays. Plein de décisions qu'on prend qui pèsent sur nous parce que personne ne peut réagir. Vous pensez que si nous, on avait une entreprise ici qui fait 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, et qu'il y en a une quarantaine comme ça, ces immigrés, cette diaspora-là, quand il a discuté avec nos gouvernements, a son droit de parole. Mais nous ne pouvons pas. Et je vois ici, une fois même notre président de l'Assemblée nationale et puis le président de CNA, quand ils sont venus ici, et on nous a donné combien, 20 000 ou 40 000, et puis ils ont fait par là-dessus. Mais c'est la honte. Il dit, mais quand c'est comme ça, là, comment on peut leur dire la vérité? On s'est rabaissé. C'est nous. Je te coupe pas, mais je vais ajouter un petit truc. Oui. On a une sœur qui avait fait une vidéo où Oui. elle demandait l'indulgence de l'État, de l'ambassade et tout, pour qu'on puisse ouvrir au moins une antenne pour faire les passeports et tout à Montréal. Et puis, elle m'a envoyé la vidéo. Grand sœur, il faut partager. J'ai dit, petite sœur, ce cas-là, j'ai déjà dit à l'ambassadeur. Mais de toi à moi, si notre diaspora était tellement forte et qu'on payait un bureau à Montréal, on demandait à la SNEDAI, parce que le passeport, c'est fait par la SNEDAI, d'affréter une équipe à Montréal, ils n'allaient pas dire non. C'est la vérité. Et je te rejoins. Parce que je ne sais pas si c'est les Kenyans ou, en tout cas, il y a un peuple africain aujourd'hui qui ont parole, qui ont pouvoir de décision chez eux. Chez eux, avant, si tu as acquis une autre citoyenneté, tu ne peux pas acheter des terres. Mais ils n'étaient pas diaspora Western Union. Ils étaient une diaspora qui pesait. Voilà, bien sûr. Donc, ils sont allés dire, si vous voulez qu'on vous envoie notre gel, ou on dit que si tu as pris autre nationalité, on ne te donne pas tel, changer. Voilà. L'État a changé. Voilà, bien sûr, c'est ça. Mais parce qu'on sait que... Pour emboîter dans le même sens, là, je veux dire, Petit Bénin, là, a son consul à Montréal, ici. Mais nous, les Ivoiriens, là, on est beaucoup plus ici qu'à Ottawa. Pourquoi on ne peut pas avoir un consul ici pour les tâches administratives et autres? Je ne sais pas si ce consul-là existe toujours. On a un consul ici, on a un consul à Mascouche, mais ils ont limité les pouvoirs des consuls. Ah, voilà, ben c'est ça. Et, on se rejoint, on n'est pas fort. On n'est pas fort parce qu'on n'a pas l'argent. Voilà. On n'est pas fort parce voilà. Donc, c'est entre guillemets. On se suit là, comme tu le disais là, on est diaspora Western Union. Et c'est pas moi qui le dis, les statistiques le disent. Une fois je suis tombée sur les statistiques, les millions que la diaspora ivoirienne envoie en Côte d'Ivoire, c'est pour manger. Manger, c'est ça. C'est pour se soigner, c'est pour... Et puis quand petit qui reste pour investir, on vole. Donc c'est la vérité. C'est ça. Non, on n'est pas fort. Je te rejoins. On n'est pas fort. On a bouche. On a bouche, donc toujours dans l'entrepreneuriat, il dit où on peut peser encore. C'est ça. La plupart d'entre nous, vous voyez, je vois certains frères, beaucoup d'ailleurs. Ah, j'ai préparé mon retour, je suis en train de construire ma maison, je suis en train de... C'est bien beau, mais c'est faible.
c'est très faible parce que avec cette retraite dont nous avons parlé tout à l'heure, quand tu rentres, tu allais t'asseoir dans ton pays, tu n'as pas d'autres revenus, mais cette vie-là que tu as construite pendant 10 ans, 15 ans là, tu vas t'asseoir dedans, peut-être même tu ne pourras pas payer l'électricité pour mettre le ventilateur climatiseur dedans. Donc là, moi, je pense que c'est le contraire qu'on fait souvent. Mieux vaut avoir des appareils productifs, des investissements productifs créateurs. Et puis maintenant, c'est à la suite de ça maintenant qu'on construit sa petite résidence de retraite. Mais sinon, si tout le travail que tu as fait ici, tu as pris pour construire une maison à Cocody, à Tissi, c'est là parce que tel est là-bas, c'est vrai. Mais au soir de ta vie, est-ce que tu auras les moyens de résider à Cocody? Je pense pas. Je pense pas. Donc, faut plutôt prendre à investir, à créer une entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des opportunités partout. Il y a des opportunités partout. C'est parce que vous n'avez pas encore commencé et que vous ne voyez pas ces opportunités-là. Vous voyez, même ici au Canada, il y a des fonds qui sont logés dans les banques ici, qui servent de de subvention ou de prêts, souvent même à 0% pour la minorité que nous sommes. Mais il ne peut pas aller donner ça à quelqu'un qui travaille à Vidéotron ou à Bell. Non, tu viens avec un projet bancable, tout et tout, et tu prends ces fonds-là gratuits pour aller travailler avec. Même chose aussi pour la diaspora ivoirienne, je vous le dis, au niveau de la Côte d'Ivoire, des organismes et des bailleurs de fonds ont logé des fonds en notre faveur là-bas. Mais c'est pas pour construire ta maison. C'est pas pour payer ton terrain personnel. C'est de venir avec un projet bancable et tu bénéficies de ces fonds-là. Dans le domaine agro, par exemple, si nous nous mettons ensemble pour aller créer des domaines agricoles en Côte d'Ivoire, on a des financements. Si nous nous mettons ensemble pour aller créer des unités, des petites unités de transformation, tout et tout dans le domaine agricole, on a des fonds. Mais tout ça, ça se résume en quoi? Créons des entreprises. Mettons-nous ensemble, ou individuellement, ou collectivement, créons des entreprises. Créons des entreprises. Mon grand frère, là, c'est le moment de la pause publicitaire avant que tu fasses ta conclusion et puis que tu nous donnes ton mot de fin. Merci pour les conseils déjà. Et là, la pause publicitaire consiste à nous donner ton actualité et faire la publicité du nouveau comptoir d'Afrique. Et si on veut te contacter, si on veut commander, si on veut intégrer, quelles sont les modalités et tout. Donc, je te laisse la parole. OK, merci. Mais le nouveau comptoir d'Afrique, comme j'ai eu à le dire, ça appartient à un groupe et dont le principal actionnaire est votre frère ivoirien, Pascal Gouemedi. Et nous sommes dans l'agroalimentaire et donc nous distribuons dans pratiquement 200 épiceries ici au Canada. Et donc, n'importe quelle épicerie peut prendre notre attelage et se faire livrer. Contrairement à ce que notre sœur a dit, je peux vendre même un carton ou 2 cartons, pourvu que vous venez chercher. Pourvu que vous venez chercher, sinon, c'est pas vraiment sélectif. Au contraire. Et puis, je suis en train de mettre une politique en place vis-à-vis de la diaspora ivoirienne, qui sont dans le domaine, donc, dans les épiceries. Ben, ce on se contacte et de voir, je vais leur proposer donc ces facilités que je vais leur accorder. Si ça permet de booster leur business, ben moi, ça me fera plaisir. Mais toujours dire que tout ce qu'ils demandent, c'est l'honnêteté. Une fois que vous vous engagez, ben, comment dirais-je, exécuter pour qu'on puisse continuer à renouveler cette politique donc de facilité là. Voilà, donc nous sommes présents et puis bon, le nouveau comptoir en train d'aider au niveau de la Côte d'Ivoire, donc sa structure, son fournisseur, qui est les aliments Gao. Quand vous regardez dessus, vous allez voir fabrication de l'aliment Gao, mais jusqu'à autour de près de 200 millions, 250 millions, nous sommes en train d'investir pour que cette structure-là se dote d'un appareil de production de pointe.
Parce que au niveau de l'alimentation, tout le monde le sait, ACIA nous contrôle terriblement. C'est l'agence alimentaire d'inspection de les aliments. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir faire venir les aliments donc au Canada. Et donc, pour ce faire, il faut faire un travail en amont de telle sorte à mettre les produits vraiment très salubres et, comment dirais-je, pour la santé des Canadiens. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là en aidant cette structure-là avec des investissements de l'ordre que j'ai annoncé tout à l'heure. Voilà. Faut voir mon affaire d'action, là, grand frère. Tu ouvres la centrale d'achat à côté. C'est par là même. C'est par là. Si c'est 500 $, nous, on va prendre et puis ça va faire un cash flow que tu vas commencer à travailler avec. Je t'ai dit, ça fait plusieurs fois que tu dit. Voilà même une partie de ma conclusion que j'ai. On dit c'est toujours un plaisir de l'écouter parce qu'on apprend toujours. Lui là. Donc, mon grand frère, oui. On a fini. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir fait. Donc, on fait un rejoint. On va prendre un autre thème encore. Genre, oui, une fois. Ouais, une conclusion rapide là. Oui, mais c'est là, je te donne la parole. Voilà. Donc, moi, je dis que mon souhait est que nous fassions venir dans les émissions comme ce que tu es en train de faire, des spécialistes en économie et en création d'entreprises qui vont nous permettre donc de faire comment, ça dit que l'entreprise individuelle, c'est déjà incorporé, mais quelles sont les stratégies, les moyens à mettre en œuvre pour que des actionnaires comme vous là arrivent. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Et puis aussi dire que pourquoi pas créer aussi des holdings, hein, c'est ça, des grands groupes dans le domaine immobilier, dans tous les domaines, il y en a plein. Et par exemple, ton maquis, hein, je veux qu'on en fasse une entreprise à part entière. Hein, l'entreprise de Larissa, la structure de Larissa qui fait le maquis là, mais qu'on en fasse une entreprise en part entière. Et cette entreprise, ça peut faire tâche dure. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Et je dis vraiment merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous ont écoutés. Mais je suis à votre écoute. Il est vrai que je bouge beaucoup compte tenu de mes charges, aussi bien ici qu'ailleurs. Mais je serai toujours attentif à l'appel de nos frères et sœurs que vous êtes, parce que je suis aussi ivoirien. Voilà. Tu n'as pas le choix. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à là. Moi, c'est toujours un plaisir d'avoir le grand frère Mehdi Pascal Boué. Et par derrière, là, vous le voyez sur les mains, il y a Boyi derrière, il y a mes soeurs, il y a ma maman qui sont derrière et puis qui écoutent aussi. Pendant le Boyi, je vais te donner un exemple tout le temps. Ma fille qui est aux États-Unis, mais elle conduit le lift. Quand elle vient ici, elle conduit le lift. Femme, là, quand tu la vois soulever des palettes, déposer, c'est ce que je souhaite même pour tout le monde, que nos enfants s'intéressent à ce que nous faisons, même s'ils trouvent leur point, mais qu'ils trouvent, comment dirais-je, des intérêts dessus. Voilà. Et puis, elle conduit le livre, mais elle a gros diplôme. Donc, ne pensez pas que c'est petit. Non, elle dépose son diplôme et puis elle dépose et puis elle conduit. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Moi, là, c'est un appel à tous parce que là, c'est mon dernier live programmé. Je n'en ai plus. Donc, si des gens veulent passer, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez contacter Life Anneli sur ma page directement ou bien sur la page de Ivocan Relais pour ceux qui veulent passer. On parle de tout. On parle d'entrepreneuriat, on parle de témoignages personnels. Quelqu'un qui veut parler, donner des conseils aux immigrants, c'est ouvert. Entrepreneuriat, salariat et tout, c'est ouvert. Là, moi, je vais me donner pour mission de chercher un spécialiste en création de centres d'achat, comme mon grand frère l'a dit, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place et puis voir comment on peut approcher. Je sais que j'ai vu un groupement de vendeurs d'attiqués qui ont commencé à se mettre ensemble. Ils cherchaient, je sais que j'ai vu, ils cherchaient 100 personnes qui étaient intéressées. Donc, les gens, ne pensons pas aussi que les gens ne font rien. Il y a vraiment des gens qui se mettent ensemble
pour investir. On a dans la communauté des groupes qui investissent dans l'immobilier. On a des groupes qui investissent. C'est pour épicerie, là, je n'ai pas encore vu. Parce que moi, je dis, moi, je suis dans la ville de Québec. En auto, c'est 30 minutes. Du nord au sud, 30 minutes pour traverser Québec. Il y a au moins 10 épiceries ivoiriennes dans la ville de Québec. 30 minutes. Donc, voyez que souvent, ce que le grand frère a dit, c'est un peu truc parce que ça fait des petites épiceries au lieu d'avoir peut-être une grosse épicerie. Mais bon, on va dire que chacun veut être entrepreneur et faire son business. Donc, tu ne vas pas venir dire aux gens, faut pas faire. Donc, il faut comme on essaye de voir comment ils peuvent se mettre ensemble pour être plus forts et comment aussi notre grand frère puisse les aider aussi, les accompagner pour être plus forts. Nous, les clients, si vous êtes plus forts, ce qui nous arrange, c'est qu'on va acheter à ticket moins cher parce que vous allez avoir la capacité financière d'aller jusqu'à comment on appelle ça, à la production pour nous fournir de la ticket de qualité, du placard de qualité, tout ce qu'on veut de qualité et à un coût réduit parce que vous aurez la puissance financière. Une autre petite pause publicitaire avant de terminer mon live, c'est vous dire que Mewé, notre artiste Mewé, vient en concert à Montréal le 16 et à Québec le 17 mai. On vous attend pour déstresser, pour lever les mouchoirs et tout. Et soyez toujours connectés. Merci de nous avoir suivis. Et puis, merci encore, grand frère. Merci. Bonne soirée. Même chose à notre petite famille là-bas. Merci.